Bonjour les amis, nous allons donc procéder à l'analyse du CAC 40 du 24 décembre 2020. Journée écourtée puisqu'on a terminé à 14 heures. Alors, pas si mauvaise journée que ça puisque malgré une ouverture en hausse, avec un gap même dirais-je, nous avons eu de cesse de baisser pour se retrouver en fait sur le point de clôture de la veille, quasiment un peu ou prou sur le même niveau. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on était aussi peu ou prou sur la clôture de cette journée-là et le plus bas de cette journée-là, qu'ainsi que le plus bas de cette journée-là et que plus ou moins le plus bas de cette journée-là. Donc on voit bien que c'est une zone extrêmement forte sur laquelle nous avons clôturé en cette journée du 24 décembre. Alors, ce qu'on peut peut-être quand même tracer pour essayer de voir un petit peu la force du marché, c'est tout simplement le trend que je vous avais tracé. En fait, c'est un peu difficile à tracer. Voilà, je vais le tracer comme ça, puis c'est tout. Donc, on est toujours sur un, même si on a un petit peu, parce que là, c'est l'angle de la bougie. Je vais vous le tracer un peu mieux. Voilà, plus ou moins. Ouais, c'est vrai que sur zone bourse, tracer les trends, c'est pas top. Alors voilà, donc vous avez donc cette tendance haussière qui persiste. Donc ça, c'est un point positif pour lundi prochain, pour l'ouverture de lundi. Sans compter que là, en fait, ce gap a été comblé. Et c'est ce qui importait, c'était au moins de combler ce gap avant de retourner dans une phase haussière si phase haussière devait continuer. Alors maintenant, on va effacer ce trend et faire une petite analyse Ichimoku, tout simplement, pour voir un petit peu où on en est. Voilà, et on s'aperçoit que en fait, eh bien le marché tente à gagner du temps. Ça fait un bout de temps que je vous le dis, on est trop éloigné de la bande haute du Kumo de Ichimoku. Et donc, il était un peu normal qu'on cherche à venir la retoucher ou tout du moins s'en rapprocher. Alors, tentative infructueuse ici, mais tentative quand même, et belle tentative, puisqu'on s'est véritablement rapproché du Kumo. Mais là, on voit bien que la distance entre le Kumo et la queue de cette épée du diable est à peu près la même distance qu'on a ici sur la dernière bougie et le Kumo qui lui continue à monter. Donc comme je vous l'avais dit aussi précédemment, quand on était dans cette zone-là, je vous ai dit que le marché peut-être qu'il tendrait à rester dans cette zone-là, pendant que dans le même temps, le Kumo lui montera. C'est peu ou prou ce qui s'est passé. On a quand même essayé euh, de, de se rapprocher plus que raisonnablement du Kumo. Pourquoi plus que raisonnablement? Parce que en fait, beaucoup de facteurs me font dire que le marché est hyper haussier, mais qu'en fait, beaucoup de réflexion en cette fin d'année se fait et que des calculs sont faits et que c'est pas encore probant dans l'esprit de tout le monde. Mais je vous dirai après pourquoi. Moi, je persiste à penser que les marchés vont être haussiers. En tout cas, là, aujourd'hui, on est plus ou moins sur des starting blocks. On voit que la Tenkan et la Kinjun ont été percés par les cours, que les cours continuent à grimper et que voilà qu'on va certainement continuer à s'éloigner du Kumo, enfin du Kumo actuel, mais que le Kumo lui va continuer à monter et qu'au bout d'un moment, raisonnablement, forcément, il y aura des signaux de vente, puisqu'il y aura des prises de bénéfices et qu'on viendra à un moment donné toucher le Kumo, voire le perforer, mais là, ce sera d'autres analyses techniques. Là, aujourd'hui, on a véritablement la moyenne de 12 qui est acheteuse, on a vraiment
une analyse Ichimoku qui nous incite à rester acheteur si on l'est. Si on veut regarder un peu plus loin, on voit aussi que Directional Index Mouvement est acheteur. Enfin bref, celui qui se met vendeur dans une configuration pareille est quelqu'un qui, dira-t-on, est un peu suicidaire parce que visiblement tout porte à acheter plutôt qu'à vendre. Et au pire aller, on pourrait rester neutre et se dire je fais rien parce qu'effectivement dans cette bande, peut-être qu'effectivement il peut y avoir un signal de vente comme on a vu ici, il peut y avoir une deuxième fragilité puis en fait partir, hein. Bien sûr tout est possible, mais là dans l'état actuel des choses, on n'a pas de configuration qui nous permette de se dire que le marché va se mettre à baisser fortement et puis que tout va être plombé du jour au lendemain. On n'en est pas là, loin s'en faut. Et donc rien que le trend que je vous avais dessiné tout à l'heure tend à nous rassurer sur les faits positifs du CAC 40. Alors maintenant, on va regarder quand même une autre chose, c'est la bande Bollinger. Et pour ce faire, on va quand même retirer Ichimoku, ça sera plus clair. On s'aperçoit que la bande Bollinger, comme je vous l'avais dit, après l'épée du diable, on est revenu dans la bande, et même qu'on y est revenu assez violemment, puisqu'on a continué en inertie à monter jusqu'à la journée du 24 décembre, où certaines incertitudes ont fait que le marché a souhaité stagner, d'ailleurs juste en deçà du milieu de la bande Bollinger, qui est la bande qui est la ligne rouge que vous voyez là. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que la bande Bollinger supérieure est à 5626 ici, hein, et que la bande est étroite, hein. Toute cette partie-là est relativement étroite, et quand on regarde bien, quand le marché fluctue d'une valeur supérieure à 3%, on va dire, on voit que le marché sort de la bande Bollinger. Il est pratiquement couru d'avance que pour sortir de cette bande Bollinger étroite, qui va continuer certainement à rester étroite quelques séances, le marché va devoir sortir de cette bande Bollinger, soit par le haut, soit par le bas. Et donc, ce qu'on peut regarder, c'est que la bande Bollinger, je vous l'avais dit, ici c'était, bon là c'est 5632, hein, je vous ai dit 5616, mais 5616 c'est plutôt les plus hauts qu'il y a eu ici, mais on va dire entre 16 et 32, c'est une forte, très très forte résistance qui empêchera les marchés de monter très très violemment normalement, sauf si éventuellement on gapait ou que des bonnes nouvelles dont je vais vous parler tout à l'heure faisaient office de catalyseur pour continuer à doper le marché vers le haut. Vers le bas, on serait plutôt sur 5444-45, donc voilà, on surveillera quand même cette zone. Et à partir de là, on va faire une petite analyse FIBO, parce qu'une bonne analyse se fait toujours avec FIBO, quels que soient les outils que vous puissiez utiliser. C'est toujours très intéressant de pouvoir voir ce que l'analyse Fibonacci vous donne. Donc je vais regarder ça. Alors dans un premier temps, on va aller chercher le retracement Fibo depuis le plus bas ici jusqu'au plus haut ici, et on s'aperçoit que depuis le plus bas au plus haut, cette journée-là a été touchée, le retracement ici à 5354. On a même un petit peu défoncé pour revenir, puisqu'on était sorti de la bande Bollinger. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs outils, hein, parce que si vous aviez uniquement Fibo, vous seriez dit on a cassé Fibo, on va aller ici. Vous voyez, alors que si vous aviez dans le même temps, on va la mettre, la bande Bollinger, ici vous seriez dit
effectivement, l'analyse technique, c'est de nous amener ici. Mais la bande Bollinger, elle, nous dit qu'on va revenir ici. Et donc, ça vous aurait évité de rester vendeur d'une manière obtuse sur un marché qui allait se retourner. Donc voilà, voilà pourquoi Fibo est intéressant. Ce qu'on peut dire, c'est que on va retirer donc ça. Ce qu'on peut dire, on va retirer aussi Fibo. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, sur Fibo, c'était les points que je vous ai donnés, hein, 5616, c'est les plus hauts. Ouais, forcément, si on casse ça, il n'y a plus rien en matière d'analyse Fibo sur le plus bas et le plus haut de cette période qui est du mois de novembre à décembre. Maintenant, on va faire une analyse Fibo sur une période plus longue. Et la période plus longue, voilà, la période plus longue nous permet d'imaginer un petit peu le Fibo sur ces points-là. On va aller ici sur le plus bas qui était ici. Voilà. Et non. Voilà. Donc, on s'aperçoit que là, sur une période plus longue, c'est-à-dire depuis le mois d'avril, hein, en fait, le plus bas qu'on a eu ici au mois de mars, pardon, le 16 mars, les marchés ont eu tendance à remonter, bien sûr, avec des phases de baisse, des phases de hausse, et on s'aperçoit que là, sur le Fibo, le prochain objectif, c'est le plus haut qui est ici, qui est donc sur la zone des 6090, 6110. Hein. Cette zone-là va être certainement une zone aimant qui va nous attirer les marchés tôt ou tard. Alors ça peut se faire très rapidement comme beaucoup plus tard. On peut très bien aller revoir des zones plus basses avant de repartir, mais vraiment la prochaine zone importante, on va dire que c'est la zone des 6100. Et actuellement, on est pile poil sur cette zone Fibo. Et c'est pour ça peut-être qu'on a clôturé par là et qu'on reste par ici, hein, dans cette zone-là, parce qu'on a du mal à aller retoucher cette zone-là très rapidement, puisqu'on est très éloigné du Kumo. Rappelez-vous, hein, le Kumo de Ichimoku. Si on continuait à monter comme ça inconsidérément, on s'éloignerait encore de plus belle du nuage Kumo. Et donc, on est en pause, je pense, avant de repartir par là. Et là, donc, ce point-là, hein, sur lequel on est actuellement, c'est un point pivot. On peut très bien repartir à la baisse pour aller toucher ce point-là, qui est 5148, 5157 en gros. Et sinon, on peut très bien décider d'aller toucher cette zone de 6100 dans un court timing. Hein. Ça peut se faire d'une manière assez rapidement, comme ça peut se faire sur 3 mois, 6 mois. Là, en timing, je ne suis pas habilité à vous donner des statistiques. Donc voilà cette autre étude Fibo qui nous démontre qu'on est sur un point pivot très intéressant, qui prouve qu'il faut être ni acheteur ni vendeur dans l'âme, et qu'il va falloir suivre le marché là où il va aller, et que cet objectif haut, il se situe plutôt ici. Donc éventuellement, si vous êtes acheteur, c'est plutôt par là qu'il faudra sortir, parce qu'après, bon, effectivement, une fois qu'on sera à ce point-là, faudra réétudier, et que certainement qu'il y aura des phases de consolidation qui nous permettront de rentrer sur d'autres points. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais un peu vous parler du Brent. Donc le pétrole est aussi un élément important à étudier quand on travaille sur le CAC 40. Alors évidemment, pas seulement le pétrole, hein, vous avez le dollar, vous avez tout un tas de paramètres qui sont intéressants à étudier pour essayer de déterminer où va aller le CAC 40.
Là, j'ai fait une petite étude Fibonacci et évidemment toujours Fibonacci, sur ce qu'a fait le Brent durant ces derniers mois. Alors, on s'aperçoit que si on prend ce point-là, hein, on ne va pas aller trop plus loin, mais si on prend ce point-là qui était en fait au mois d'avril 2020, qu'est-ce que je raconte? Avril 2019, pardon, on s'aperçoit que les points Fibonacci sur le plus bas qui a été fait au mois d'avril 2020, là ce coup-ci j'y suis, c'est pour ça que j'avais en tête avril 2020, parce que le point bas a été en fait fait le 22 avril 2020, et qu'à ce moment-là, le Brent, lui, il a coté 16 dollars au plus bas, et qu'aujourd'hui on cote 51 dollars 29. Alors 51 dollars 29 par rapport au 22 avril, c'est-à-dire en gros, grosso modo, hein, je n'ai pas fait le calcul exact, mais on doit être à peu près 8 mois, le Brent a gagné 220%, comme ça, hein, pratiquement sans... pratiquement, j'ai voulu, voilà, un peu ici, un petit retracement Fibo, mais voilà. Et 220% en 8 mois, avec un objectif, parce que l'objectif, il est quand même, à mon avis, plutôt proche d'ici que d'ici, mais ça, l'avenir nous le dira. On est plutôt proche de 59-61 dollars sur le Brent, sachant que si l'économie se reprend comme elle se reprend actuellement, forcément les cours du Brent vont continuer à osciller plutôt en tendance haussière. Alors ça, c'est un premier point qui me permet de penser que les marchés vont rester plutôt en phase acheteuse, parce qu'on voit qu'il y a une confiance dans, dans l'achat du Brent, et cette confiance, en fait, elle en découle de la confiance qu'il y a sur l'économie. C'est d'abord sur l'économie qu'on a confiance, pour ensuite se reporter sur du Brent. Donc sachez que c'est des sommes considérables qui se jouent sur le Brent, et quand ces acteurs-là prennent position sur le Brent d'une manière acheteuse, comme on le voit actuellement, c'est que ces gens-là ont particulièrement confiance dans l'avenir de l'économie mondiale, parce que là on parle de l'économie mondiale, hein, on ne parle pas de l'avenir du CAC 40, on parle du monde entier sur le Brent. Donc c'est assez intéressant de voir que effectivement ici on a eu sur les 51 et quelques, on a eu du mal à aller franchir ce cap, mais que si on rentrait en zone bleue ici, si on rentrait dans cette zone FIBO, il n'y aurait pratiquement plus rien qui arrêterait jusqu'à ce point ici, qui est 59 dollars et quelques, et puis ensuite FIBO qui a 61 dollars 62. Donc en fait, effectivement, moi personnellement, j'aurais plutôt tendance à jouer ce point-là que ce point-là, mais après, l'avenir nous le dira. Alors, qu'est-ce qui me fait positiver sur les marchés, et surtout sur le CAC 40? C'est que les liquidités injectées par les banques centrales sont phénoménales et n'ont pas toutes été employées. Donc, il est quasiment certain que cet argent va se déverser sur les marchés progressivement, compte tenu des aléas du Covid et de tout ce qu'on peut imaginer comme frein actuel à la hausse du marché. Mais pas seulement les liquidités des banques centrales. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut se poser des questions sur le différentiel qu'il y a entre le rendement entre les obligations et les actions. C'est un différentiel jamais vu. On n'a jamais vu un différentiel aussi haut, enfin de mon point de vue, hein, de ce que je connais. On a des rendements négatifs sur les obligations, et on a parfois des rendements, on a eu des rendements et on a encore des rendements qui sont supérieurs à 10% sur les actions.
alors que de ma petite vie d'être humain, moi j'ai plutôt connu le contraire. J'ai connu moi une époque où j'avais tendance à plus placer mon argent sur des SICAV monétaires qui rapportaient 9,50 à 10,50%. Alors que les actions généraient 2% de dividendes. Vous voyez, là aujourd'hui on est carrément sur le contraire, et même amplifié, parce que c'est pas 2% que rapportent les obligations, c'est moins de 0%, voire 0,10% pour les meilleurs. Donc ça, c'est vraiment peut-être même le point le plus important qui me fait penser que tous ceux qui pensent que les marchés ont beaucoup trop monté, qu'on est dans une bulle, je pense que la bulle, elle est justement plutôt, s'il y a un crack, il y aurait plutôt un crack au niveau de l'obligataire que je ne comprends pas, moi personnellement. Je vois pas qu'est-ce qui peut vous pousser à acheter des obligations alors que vous allez devoir donner de l'argent pour que les gens prennent vos obligations. Ça, c'est encore quelque chose qui me paraît très flou dans mon esprit. Personnellement, j'investirais pas dans quelque chose dans lequel je devrais payer pour qu'on puisse prendre mon produit. Donc ça, c'est un point important dans mon esprit. Mais là, hier, nous avons vu aussi une nouvelle très très importante, c'est un Brexit avec un accord. Donc un accord a été trouvé juste un petit peu après, on va dire, la clôture de la bourse. Alors on va voir comment va réagir la bourse lundi, mais ça m'étonnerait pas de voir un gap et de voir les marchés applaudir cet accord attendu depuis si longtemps. En d'autres termes, je crois que c'est un peu plus de 4 ans, donc faut être patient avec les Anglais. C'est vrai, 4 ans de discussion pour avoir un accord, et encore, faut voir l'accord, mais enfin bon, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, il y a eu un accord et les marchés, certainement, en tireront des conclusions et certainement applaudiront. Alors, autre point, et point important aussi, c'est une campagne de vaccination. Alors après, chacun a son idée sur les vaccins, peu importe, moi j'ai aussi la mienne, mais en tout cas cette campagne de vaccination, du point de vue des marchés, ne peut être qu'un point positif, hein. Si effectivement si on arrive à vacciner les gens et puis que ce vaccin se rendait effectif, effectivement ça serait un point très positif, et de toute façon, que ce vaccin soit efficace ou pas, je pense que ce vaccin permettra de relancer l'économie, puisque si les gens sont vaccinés, ils auront peut-être plus confiance euh, à repartir au travail, etc. Et donc on pourra peut-être refaire voyager les gens dans les avions, etc., etc. Et donc ça va certainement relancer l'économie. Et puis si le vaccin n'est pas si efficace que ça. De toute façon, bah, il y aura quelques morts en plus, et puis de toute façon, bah, l'économie aura reparti. Donc après, c'est un peu triste hein, de dire ça, mais c'est une vérité en fait. Hein, ce vaccin est en tout cas une possibilité pour l'économie de repartir de plus belle. Et je dirais qu'en dernier point, on a, enfin moi quand je regarde les chiffres des gens qui sont infectés par le virus, notamment en France, tous les jours, tous les jours, tous les jours, bon, si on fait une petite perspective comme ça, qu'on fait des calculs, qu'on prend la calculette, on peut se dire que avec tous ces gens qui ont d'ailleurs chopé le virus et qui ne l'ont pas su, hein, parce qu'ils ne rentrent pas dans les stats, et que les stats qu'on nous affiche tous les jours, on pourrait être en droit de penser que si ces chiffres continuent en termes de contamination à ne pas faiblir, sous 12 mois, on risquerait de se retrouver avec une immunité collective. Et donc, ce qui voudrait dire que tout le monde serait vacciné, peu ou prou, et que, effectivement, dans ce cas bien précis, on parlerait pratiquement plus, on ne parlerait pratiquement plus qu'au passé du Covid-19, puisque effectivement bah, tout le monde serait atteint, hein, et donc bah, voilà, tous ceux qui seraient vivants, survivants, pourraient continuer
à vaquer à leurs occupations et le monde repartirait comme avant. Alors, ça, c'est une certaine chose qui, de toute façon, si ça ne se passe pas sous 12 mois, ça se passera sous 24 mois. Et il est certain que la fin du Covid arrivera un jour. Donc, le tout, c'est d'être un peu patient sur les marchés. Et je pense qu'il vaut mieux, avec tout ce que je viens de vous décrire, il vaut mieux être patiemment acheteur, même si on stocke quelques petites pertes ici ou là, que vendeur dans un marché qui est en train de repartir, parce que visiblement, si vous regardez les graphes, on ne peut que voir le marché repartir. C'est en tout cas une constatation. Alors, concernant les valeurs, alors là, vous avez vraiment la liste de mes conseils avec les plus grosses. Alors, en tout cas, c'est des conseils que moi je donne, mais sur lesquels j'investis. Vous avez là, sur ces 4 premières lignes, mes plus grosses lignes, mes plus gros investissements. Ensuite, vous avez les 4-5 prochains plus gros investissements, et ainsi de suite. Et plus on descend vers le bas, plus ce sont des lignes infimes. C'est-à-dire qu'à partir de B&G Food jusqu'à plus bas, c'est vraiment des petites lignes, de souvent 1000 à 1500 euros, guère plus. Et que par ici, on est plutôt sur des lignes à 3000 euros, et là, plutôt des lignes à 6000 euros, et puis on monte ainsi de suite sur des lignes un peu plus grosses, notamment Total, qui est ma plus grosse ligne. Alors, ce qui est intéressant sur Total, c'est le dividende. Effectivement, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, ils peuvent se dire que finalement, Total n'a pas autant monté que ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a un dividende trimestriel qui tombe, d'ailleurs, qui va tomber le 4 janvier, je crois. Donc, c'est 0,66 euros qui tombe pour 35,89 €. Bon, pour ceux qui m'ont suivi, vous aurez acheté du Total à 25, 26, 27 et même 30 euros. Donc, effectivement, déjà, vous avez quand même quelques plus-values sur Total, mais vous avez surtout un dividende de 0,66 euros qui tombe tous les trimestres. Et en gros, sur le cours actuel, ça représente tous les 3 mois 1,85% à peu près sur le cours de clôture, hein, de dividendes qui vous tombent tous les trimestres. Donc, si vous en avez, je sais pas, si vous en avez 10 000, hein, si vous avez 10 000 total, vous avez un bon, un bon complément de salaire, va-t-on dire. Donc, pareil sur AXA, mais sur AXA, c'est quelque chose c'est un dividende qui tombe annuellement. Coca-Cola aussi, c'est une action qui verse un dividende trimestriel, donc sympa, et qui a beaucoup monté, hein, depuis que je vous l'ai quand même je vous l'ai donné, puisqu'elle était, je crois qu'elle était sur les 50 dollars quand je vous l'ai donné, mais si vous ajoutez les dividendes, c'est pas si mal. Et sachez que c'est depuis seulement septembre, hein, que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Donc voilà, pareil, Air Liquide, c'est une valeur qui commence à avoir, par rapport à ses plus hauts, pas mal descendu. Donc depuis qu'elle est descendue et qu'elle me semblait sur des cours acceptables, on est passé acheteur sur Air Liquide, alors que j'y étais pas, j'en étais sorti sur les quasiment plus hauts. Mais on revient sur cette valeur qui est une valeur qui fluctue peu, mais qui, par contre, génère un petit dividende honnête, mais surtout, c'est une valeur qui vous procure une stabilité. Alors après, sur le reste des valeurs, je veux dire, je pense que pratiquement tous mes conseils se sont avérés très très bons, notamment Apple dernièrement, Berkshire Hathaway aussi, B&G Food, c'est peut-être avec Eastman, Kodak et Kimberly-Clark Corporation, euh, les trois flops, on va dire peut-être, bien que vous ne perdez pas grand-chose sur ces valeurs que vous devez absolument conserver, puisque c'est des valeurs qui remonteront forcément au-deçà de... D'ailleurs, B&G Food
et en passe de revenir sur les cours d'achat, hein, donc vous n'avez pas perdu d'argent non plus sur B&G Food. Par contre, sur Kimberly-Clark Corporation, effectivement, ça s'est avéré pas un très très bon investissement, mais on conserve, et que d'ailleurs, si elle venait à baisser encore un peu plus, c'est une valeur que je continuerai d'acheter. Alors par contre, on va regarder ce qui se passe sur Kodak, parce qu'on a eu une forte baisse le jour de Noël. Donc voilà, alors n'oubliez pas, hein, je n'ai eu de cesse que de vous rabâcher que Kodak, c'est un super dossier, c'est quelque chose, moi, que je suis particulièrement parce que j'aime bien le dossier, mais que c'est un dossier risqué, et que sur ce type de valeur, vous mettez entre 1 et 3% de votre portefeuille et pas plus. Alors effectivement, si vous suivez mes conseils sur telle ou telle valeur, mais pas sur toutes les valeurs, vous n'allez pas répliquer le même résultat que moi. Parce que ce qu'on peut regarder, c'est qu'en gros, depuis septembre, ceux qui ont le moins bien performé en suivant mes, euh, mes conseils, hein, parce que là, toutes les valeurs qui sont affichées sur la première liste, certaines ont disparu parce qu'on a pris des bénéfices. Je parle d'Apache et puis d'autres, hein. Vous avez au moins fait 20% de plus-value et de dividendes sur les titres conseillés. Donc 20% de septembre à décembre, c'est pas si mal, sachant que forcément vous avez forcément quelques pertes. Et Kodak en fait partie, effectivement. Moi, je suis dans le rouge sur Kodak, mais ça n'empêche pas que je vais conserver ces lignes. Et graphiquement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un signal de vente là, hein, c'est un signal de vente, c'est clair, qu'on a cassé le Kumo, que ici, là, on a aussi un signal de vente sur la Tenkan et la Kinjun. Donc, voilà, on ne va pas acheter sur ces zones, hein. Je pense qu'elle peut revenir sur 7 €, 7 dollars, pardon, 7,50 $, comme elle peut revenir au-dessus du Kumo. Moi, je misais sur un petit atterrissage doux sur le Kumo avant rebond. Visiblement, là, on est en train de perforer le Kumo. Donc, dans ce qu'on peut voir sur cette analyse technique Ichimoku, on n'achète plus la valeur. Si on l'a, on la garde. Et puis on attend parce qu'on va regarder sur le plus long terme. On attend tout simplement. Il est possible qu'on revienne sur les plus bas ici, hein. Donc c'est une valeur, si vous avez acheté à 10, qui peut revenir à 5, quoi. Et donc effectivement, vous pouvez perdre la moitié de votre capital là-dessus, voire plus. Donc c'est pourquoi je me suis évertué de vous dire que quand on achète du Kodak, on achète voilà, 1%, 2, 3% pour les plus warriors de votre capital. Cette valeur et pas plus. Alors effectivement, c'est une valeur qui pourrait se retrouver si vous le regardez on va regarder sur le Monthly. Effectivement, c'est une valeur voilà, qui a coté 60 dollars, et qu'on voit que en fait sur les cours, on voit qu'on est sur le monthly en train de vouloir franchir le Kumo. Alors effectivement, si vous mettiez une somme énorme ici et qu'on revient à 60, vous allez être riche, effectivement, mais ça s'appelle du loto. Donc moi, je suis pas là pour vous enseigner à jouer au casino, hein. Je suis là pour vous apprendre à justement maîtriser votre risque, essayer de gagner le plus que possible, mais d'une manière raisonnable. Si vous misez tout votre argent là-dessus, pour objectif d'aller là, personnellement, je trouve pas ça très rationnel. Effectivement, si vous gagnez, bah, bravo. Mais le problème, c'est que vous allez certainement faire ça une fois, et que la prochaine valeur de ce type bah, vous tuera, parce que vous allez travailler de la même façon avec une autre valeur,
et qui n'aura pas forcément le même résultat. Et donc, voilà pourquoi moi je vous encourage à rester cohérent avec vous-même et surtout à protéger vos gains, protéger votre argent. C'est, on va dire, après la santé, ce que vous avez de, de plus important. Donc protégez les vôtres, hein, protégez votre santé et votre argent. Et pour protéger son argent, n'oubliez pas les stops. C'est pareil, là on n'a pas eu de quoi mettre des stops sur Kodak, donc on conserve. Je pense qu'on verra certainement des prochains signaux d'achat plus tard. Et là, peut-être qu'on mettra une petite ligne. Pourquoi pas avec les dividendes que Total ou que AXA ou que d'autres valeurs vous versent. En tout cas, on peut rajouter de l'argent que vous avez gagné avec d'autres valeurs, donc de l'argent que finalement vous n'aviez pas avant. Et vous pouvez quand même vous constituer une ligne Kodak assez conséquente, mais avec de l'argent issu de vos dividendes ou de loyers si vous êtes d'immobilier ou autre chose, mais pas de mettre tout votre argent comme ça globalement sur une seule valeur. C'est des choses qu'il faut surtout pas faire. Voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Il est un peu trop tard pour vous souhaiter un joyeux Noël, mais je vous le souhaite quand même. Et surtout, je vous dis à lundi pour justement faire euh, une petite étude sur ce qui pourrait se passer d'ici à la fin de l'année. Je vous souhaite encore une fois une bonne fin de journée et un bon week-end.